Je m'appelle Paul Kambou. Je suis actuellement, en anglais on dira Programme Monitoring Officer, mais en français on dira chargé suivi qualité de programme. Ok, concernant le métier, il faut dire que je suis dans une position intermédiaire parce que nous avons une équipe qui est au siège en Suède et nous avons une équipe régionale au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest où nous sommes en contact direct avec les partenaires. Donc de ma position, je reçois et analyse les projets que les ONG partenaires nous proposent. Je reçois et analyse leurs rapports et leurs études. Je reçois aussi et analyse les différentes productions qui sont faites dans le cadre des projets. Et nous assurons aussi de façon continue le suivi sur le terrain des projets, le renforcement des capacités des partenaires. Alors, pour résumer, ce serait dire que nous sommes l'interface directe de contact avec les ONG partenaires, parce que nous sommes une ONG qui ne fait pas la mise en œuvre directe des projets, mais nous travaillons avec des ONG locales qui sont nos partenaires et qui mettent en œuvre les projets que nous finançons. Donc nous sommes leur interface. Ce métier est un métier à part entière parce que au-delà de ce que l'État fait, les ONG apportent, j'allais dire aussi, leur contribution en tant que société civile. Et quelquefois, l'État seul ne peut pas combler tous les gaps dans les différents domaines de développement, dans les différents domaines humanitaires. Alors nous sommes ceux qui viennent, j'allais dire, en appui aux politiques de l'État. Et nous avons aussi le regard pour interpeller l'État par rapport à certaines responsabilités, certains engagements internationaux qu'il a pris et qu'il ne respecte pas peut-être comme il se doit. Donc nous sommes à la fois dans l'action, mais aussi dans l'interpellation des services publics pour que ce que nous avons ensemble tracé soit une réalité. Et de notre position, nous travaillons à ce que les projets qui sont mis en œuvre dans les communautés soient des projets de qualité. Parce qu'il ne s'agit pas aussi d'aller vers des communautés pour mettre en œuvre des projets et puis ne pas y mettre la qualité. Donc la qualité reste un leitmotiv et ça fait qu'au-delà de ce que l'État fait, vous allez trouver ce que nous faisons en termes d'accompagnement, de réalisation d'infrastructures, de renforcement des capacités des acteurs pour que le bien-être soit assuré pour les enfants en particulier et pour la communauté de façon générale. Alors, pour ce qui est de la communication, c'est vrai qu'après le bac, c'était l'option première pour moi et en plus, c'était prestigieux de faire la communication parce que à l'université de Ouagadougou, la communication, c'était plus, j'allais dire, par test qu'on y entrait et l'effectif était réduit, donc c'était le prestige. Mais on découvre alors que la communication a plusieurs facettes, qu'elle a plusieurs dimensions et en général, ce qui est présenté aux yeux du monde, c'est les journalistes que tout le monde connaît. En faisant la communication, on devient journaliste, on devient aussi communicateur d'entreprise qui travaille donc à promouvoir l'image de marque des entreprises. Mais à côté, il y a une grande partie de la communication qui est la communication pour le développement, qui permet par exemple aux communautés de participer au processus de développement qui sont engagés, qui permettent de mettre en place des plateformes, des idées de communication, des idées de messages et des idées aussi qui permettent aux communautés non seulement de prendre part aux décisions, mais aussi à la mise en œuvre de ces décisions-là. S'il y a un pan de la communication sur lequel je me suis beaucoup plus investi, c'est bien sûr celui-là. Et aujourd'hui encore, il fait partie intégrante de mon travail en tant que chargé de projet. Alors, quand on fait des études en communication, alors on peut être journaliste, on peut devenir chargé de communication dans une entreprise, qu'elle soit commerciale, qu'elle ait un visage social ou peu importe.
On peut travailler dans le domaine du marketing. On peut aussi travailler dans le domaine de la facilitation communautaire, ceux qui sont en contact quotidien avec les communautés pour passer des messages que généralement on dit des messages de sensibilisation pour abandonner de mauvaises pratiques, pour adopter de bons comportements, pour avoir par exemple, j'allais dire, un développement participatif avec les communautés. Et de plus en plus encore, on retrouve les communicateurs, par exemple, dans des secteurs comme la gestion de crise, parce que vous imaginez bien que dans un monde en crise, il y a beaucoup de pans quand même qui concernent la communication. Et il y a un grand volet qui est développé qui s'appelle la communication de crise, qui de plus en plus intéresse aussi les entreprises, intéresse les sociétés, intéresse aussi même les organisations internationales. Donc ce sont les principales débouchés qu'on peut avoir dans le domaine de la communication. Il y en a plus, mais de façon résumée. Alors pour ce qui est de la gestion de projet, personnellement, je ne conseillerais peut-être pas à un bachelier qui vient d'avoir son bac de sauter directement dans le domaine de la gestion de projet, parce que les projets ont un contenu. Soit on est dans le domaine de la protection, soit on est dans le domaine de la nutrition, soit on est dans la sécurité alimentaire, soit on est dans l'éducation, soit on est dans la santé. Il y a toujours un contenu au projet et quand vous sautez directement après le bac dans la gestion de projet, quelquefois vous êtes tellement limité par rapport au contenu, à une orientation donnée. Mais pour ce qui est de la gestion de projet, c'est la capacité à écrire des projets cohérents, à les mettre en œuvre, à rapporter et surtout à suivre les changements qui sont opérés à partir des projets que l'on met en œuvre. Donc c'est un domaine très passionnant, mais c'est un domaine en fait qu'on peut embrasser à partir de n'importe quel profil. À partir de n'importe quel profil, on peut se retrouver dans la gestion de projet parce que les projets touchent à tous les domaines. Donc c'est toujours plus important d'avoir un background dans un domaine et ensuite de faire la gestion de projet. Et quand vous êtes maintenant dans la gestion de projet, vous pouvez être spécialiste du domaine dans lequel vous avez un background de base. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Quand on fait la gestion de projet, la première des choses, c'est qu'on peut se retrouver à gérer des projets. Maintenant, les projets sont de plusieurs ordres, de plusieurs types. Mais de façon générale, ça peut être des projets personnels, ça peut être des projets de société commerciale, ça peut être comme dans mon cas, des projets de développement et c'est ce qui est beaucoup plus fréquent. Et donc en faisant gestion de projet, on peut se retrouver à travailler dans les associations, dans les ONG locales. On peut aussi se retrouver à travailler dans les associations et les ONG internationales. On peut se retrouver à travailler dans le système des Nations Unies. On peut se retrouver à travailler dans plein d'opportunités dans les chancelleries, les ambassades et autres. Parce que partout, il y a des projets. Tout est projet. À partir du moment où on s'assoit, on se définit des objectifs, on trace un chemin pour atteindre ces objectifs, on est dans un projet. Et comment on gère, comment on s'assure du suivi, de la qualité, etc. C'est tout le travail du gestionnaire de projet. Donc il y a tellement de débouchés en fonction donc, de ce qu'on fait et dans la gestion de projet. Mais les débouchés sont aussi fonction de votre profil. Parce que vous avez fait gestion de projet, c'est vrai, mais quelque part, quand vous êtes, par exemple, gestion de projet, on veut quelqu'un en gestion de projet santé. Si vous avez un profil à la base santé et que vous faites gestion de projet, vous êtes beaucoup plus indiqué que quelqu'un qui a juste fait gestion de projet et qui n'a pas, par exemple, de connaissances de base dans le domaine de la santé. Il en est de même pour l'éducation et pour d'autres domaines. Donc, il y a des débouchés, mais ceux qui ont le plus d'opportunités, c'est ceux qui ont un domaine, une expertise particulière à vendre en plus. Alors, il faut dire que quand j'ai eu le bac, moi, j'étais très intéressé par être journaliste et ça, c'était mon rêve. Et donc, je me suis battu, j'ai été admis au test d'entrée en communication et journalisme
Mais au fil du temps, j'ai commencé à découvrir la facette communication pour le développement qui m'a tout de suite capté parce que c'était un travail avec les communautés à la base et ça a été, j'allais dire, le coup de cœur pour moi. Et donc, du coup, j'ai dévié de l'objectif de journalisme pour me retrouver à faire de la communication pour le développement, ce qui m'a permis rapidement d'intégrer une ONG locale dans laquelle j'ai travaillé pendant 3 ans en tant que chargé de communication. Mais après, je me suis vu aussi limité en tant que chargé de communication et j'ai vu que j'avais plus de possibilités, par exemple en étant gestionnaire directement des projets pour influencer, pour, j'allais dire, déterminer certains choix. Donc, je me suis mis sur le tas dans la gestion de projets, mais je me suis rendu compte qu'il faut une formation. Ce qui m'a renvoyé à l'école pour faire donc, le master en gestion de projet. Et pendant que je faisais la gestion de projet, je travaillais dans le domaine de la gestion de projet, nous sommes rentrés dans une phase de crise au Burkina qui a fait que les projets humanitaires ont pris beaucoup d'envergure. Et moi, je me suis retrouvé encore à faire la gestion de projets humanitaires. Et pour ça, il a fallu que je fasse continuellement une formation, j'allais dire, continue, qui me permet de me mettre au goût du jour. Donc, c'est aussi pour dire que quand vous vous formez, le terrain va vous amener forcément dans des domaines dans lesquels vous n'avez pas les compétences de base et vous devez être ouvert à une formation continue pour toujours vous adapter à l'environnement dans lequel vous travaillez et aux mutations aussi par rapport à cet environnement et par rapport même au poste que vous occupez. Et normalement, on doit être ouvert à ça. Si je m'étais limité au fait que j'ai fait la communication, j'ai une maîtrise en communication, il y a beaucoup d'opportunités que j'aurais ratées parce que j'allais être très focus dans ce domaine. Donc, c'est toujours bon d'ouvrir. Pour ce qui est de la maîtrise, il faut dire que c'est Bac plus 4. C'est un diplôme qui n'existe plus dans le système classique des universités. Quand nous on arrivait, c'était Bac plus 4 et en plus dans le département de communication, c'était le diplôme terminal. Il n'y avait pas un diplôme intermédiaire parce que le système voulait que vous alliez jusqu'au bout avant de commencer à travailler. Donc quand vous commenciez, il vous fallait avoir la maîtrise avant Mais maintenant avec le système LMD, on a de plus en plus, même au département de communication au sein de l'université, on a une licence et un master plus tard. Donc, mais pour ce qui nous concernait, la maîtrise c'était le Bac plus 4, donc 4 années après le Bac. Et ça dépend aussi de votre capacité à soutenir votre mémoire immédiatement à la 4e année. Sinon, ça pouvait durer un peu plus en fonction de votre propre capacité à être productif. Alors, pour ce qui est du master, c'est un Bac plus 5. Ça veut dire que c'est le bac après, en fait, en plus du Bac, 5 années d'études. Mais en même temps, pour ce qui est de la gestion de projet que j'ai fait, ça ne veut pas dire qu'après le Bac, j'ai fait 5 années dans le domaine de la gestion de projet, vous vous doutez bien. Parce que justement, j'avais ce background en communication où j'avais déjà la maîtrise qui me permet maintenant d'aller m'inscrire et de faire seulement 2 ans pour faire un master en gestion de projet. Donc directement, j'ai un Bac plus 5 en gestion de projet, mais ça ne veut pas dire qu'il a fallu faire 5 ans après le Bac. Parce que justement, l'avantage des masters, c'est que quand vous avez une licence qui est compatible avec le domaine dans lequel vous voulez vous former en master, vous pouvez directement vous inscrire en master sans avoir à reprendre la licence dans ce domaine-là. Alors pendant 5 ans aussi, j'ai suivi des cours en ligne dans un domaine théologique pour pouvoir donc faire aussi bien un bachelor qu'un master dans le domaine donc, que nous appelons mobilisation communautaire et mobilisation d'église. Ces cours ont été à la fois en présentiel, en ligne, en pratique, etc. Mais ça, c'était une expérience en part entière parce que nous avions des cours
des sessions pour lesquelles l'enseignant pouvait se déplacer. Et il y avait des sessions aussi où il fallait suivre les cours en vidéoconférence, etc. Et ça, c'était, j'allais dire, moins contraignant parce que pour ce qui est des vidéos et autres, ce sont des choses que vous pouvez suivre après, ce sont des choses que vous pouvez regarder en votre temps favorable, mais il y avait peut-être des contraintes liées à comment avancer sur telle ou telle chose dans les deadlines qui ont été données. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette expérience beaucoup plus relaxe par rapport aux deux autres expériences parce que vous vous fixez votre propre rythme et vous allez à votre propre rythme jusqu'à l'obtention du diplôme souhaité. Alors, pour ce qui est de l'université privée, là, je l'ai fait, j'allais dire, plus tard. Elle était beaucoup plus chère parce qu'en ce moment, c'est moi qui, connaissant les enjeux du moment, décide par exemple de payer pour les masters. Donc, c'était beaucoup plus cher, mais en même temps, c'était aussi en cours du soir parce que je n'allais pas arrêter de travailler juste pour repartir à l'université. J'avais des charges, des responsabilités. Donc, pendant que je vais travailler le matin et quand je descends l'après-midi à 18h30, chaque jour, il faut être en classe et tout ça. Et c'était beaucoup plus difficile pour moi en termes de temps, en termes d'intégration avec les autres étudiants, parce que c'était tous des travailleurs avec des responsabilités et quand on vient, on est focus et puis après chacun part avec souvent les contraintes de calendrier au niveau du travail. En tout cas, c'était une autre expérience. Ça fait que jusqu'à présent, les meilleures relations avec les camarades étudiants que j'ai gardés, c'est ceux avec qui on a fait l'université publique. Au moment où on était tout le temps ensemble, on était beaucoup plus jeunes. Mais ceux avec qui on a fait l'université privée, c'était, j'allais dire, un regroupement où chacun avait son objectif et après, il n'y a pas ce grand lien qui se tisse. Il y a le respect mutuel, mais ce n'est pas, j'allais dire, aussi convivial que quand on est allé à l'université. Mais ça, ce n'est pas forcément lié à la nature de l'université, c'est lié beaucoup plus peut-être au moment où je suis allé dans l'une ou dans l'autre. Alors, pour ce qui est des établissements publics, c'est vrai que j'ai commencé là. J'ai commencé là parce qu'au moment où nous, on a eu le bac, c'était systématique. Quand tu as le bac, tu as une orientation dès que tu demandes l'orientation. Et en plus, moi, j'ai fait le test et je suis entré dans l'université publique. Alors, le ressenti que j'ai par rapport à l'université publique va être peut-être différent de celui de quelqu'un qui a fait l'université dans des filières, par exemple, à grands effectifs. Parce que moi, j'ai fait l'université publique, mais nous avions rigoureusement eu, en première année, un effectif de 33 étudiants qui a évolué. Et quand on était en option, on était une dizaine. Donc, c'est déjà pour un établissement public au niveau supérieur, ce sont des particularités quand même qui font que la façon dont j'ai vécu l'université publique est beaucoup différente de la façon dont certains peut-être l'auront vécu. Donc je l'ai très bien vécu et en plus avec la bourse que j'avais, cela m'a permis quand même de faire 4 années à l'université sans véritablement me sentir dans la même pression que certaines autres personnes ont pu le sentir, où il fallait peut-être venir très tôt, chercher la place, etc., etc. Donc pour moi, l'université publique avait un goût de privé parce qu'on était quand même un peu privilégié par rapport à d'autres. Quand en fait, pour le petit frère qui vient d'obtenir son bac et qui souhaiterait peut-être choisir les mêmes options que j'ai faites, la communication, la gestion de projet et autres, le premier conseil que j'ai à dire, c'est que dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut et c'est ce qui est très important. Si vous savez ce que vous voulez, si vous savez où vous voulez aller, le reste est plus facile parce que maintenant il s'agit de trouver le chemin pour y parvenir. Mais quand on ne sait même pas ce qu'on veut, alors c'est difficile de se frayer un chemin vers ce qu'on veut. Donc c'est très important de discuter avec ses parents, discuter avec ses aînés, discuter avec d'autres personnes qui sont dans le domaine où vous souhaitez aller
et vous allez vous rendre compte que bon, il y a peut-être c'est exactement ce que vous voulez. Maintenant, vous allez déterminer le chemin pour y arriver. Et l'autre conseil que j'ai à donner, c'est de dire que le choix est très important à la base, mais en même temps, il faut se dire qu'on a la possibilité, au fil du temps, de greffer d'autres formations à la formation que l'on a. Donc, ce n'est pas limité. Après le bac, c'est vrai qu'il faut choisir une filière, mais il faut toujours choisir en se disant que si je commence par là, peut-être que plus tard, je peux ajouter. Parce que moi qui vous parle encore, j'ai l'intention, si Dieu m'en donne la force et les capacités, d'ajouter encore d'autres formations à ce que j'ai déjà fait. Donc, ça doit être choisi aussi dans cette perspective-là, pas limité. Et ça, c'est très important. Alors, pour le choix de l'établissement, il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. On veut tous peut-être aller étudier à l'extérieur, dans telle ou telle université de renom, ou on veut rester tous au Burkina Faso, aller dans telle ou telle université de renom, dans telle ou telle faculté ou filière de renom qui est très sélectif, etc. Mais quand je dis qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, c'est d'abord par rapport à ses propres capacités et à la capacité financière de ceux qui nous appuient pour nos études, parce que vous imaginez bien que après le bac en général, bon, on est quand même dépendant des parents, des aînés pour financer les études. Donc, en fonction de leur capacité, on choisit d'abord le rayon possible. Et maintenant, on fait, j'allais dire, un panier des possibles. Et on dit, bon, ici c'est possible, ici c'est possible, ici c'est possible. Et dans le panier des possibles, maintenant, on va rentrer et faire l'analyse en tenant compte d'autres paramètres, comme par exemple la renommée de l'établissement, comme par ailleurs la crédibilité de l'établissement, comme aussi des exemples de gens qui sont passés par les mêmes établissements, par les mêmes filières et qui ont pu s'insérer, parce que c'est très important et de tenir compte de tous ces aspects-là. Et c'est tout ça mis ensemble qui permettent à la fin de choisir. Donc le choix n'est pas, j'allais dire, ouvert à l'infini, mais il dépend beaucoup aussi de paramètres que le nouveau bachelier doit pouvoir tenir compte. Donc dans un contexte de ressources limitées, quels sont les meilleurs choix que nous pouvons faire? Et c'est ça qui est le leitmotiv du nouveau bachelier. Alors, je remercie beaucoup cette plateforme Le Grand Frère. C'est vrai que j'ai regardé beaucoup de vidéos déjà passées et j'apprécie énormément ce qui se fait. Et je pense que les plus jeunes qui ont besoin de tous ces conseils-là apprécieront davantage. Et pour cela, je les invite à aller sur cette plateforme, Le Grand Frère. Et là, vous allez pouvoir avoir des conseils pratiques, des visions de données et j'allais dire des leçons de vie, des parcours qui pourront vous inspirer dans le choix de votre filière qui va déterminer aussi votre carrière.